à leur amusement. Est-ce que vous voyez? Donc, nous allons passer sur d'autres. Oui, nous allons passer sur d'autres stratégies, d'autres trucs à voir. Parce que ça fait quand même mal. Le monde que nous vivons est un monde, soi-disant, on nous dit un monde de paix. Mais est-ce que vraiment c'est un monde de paix? Je ne pense pas. Donc, nous allons passer à autre chose. Parce que ça fait immensement mal ce qui se passe chez nous en Afrique. Oui. Nous allons écouter des messages ici très importants qui vont réveiller les esprits des gens, très importants. Hein? Chaque jour on apprend. Hein? Et chaque jour l'être humain doit avoir les yeux grandement ouverts. Parce que nous vivons dans un monde de turbulence. Un monde où il n'y a pas de pitié. L'être humain africain est vu aujourd'hui comme notez ceci, un élément le ministre français chargé des affaires étrangères, M. Laurent Fabius, aurait ordonné au gouvernement camerounais. Voilà. Il ne faut pas friser. Hein? Le rapatriement rapide en France des 8 Européens capturés par les forces de défense camerounaises dans le nord du Cameroun et qui étaient au service des islamistes terroristes Boko Haram, afin que ceux-ci soient jugés et écroués selon leur mérite. Cette information est diffusée par M. Jean Guéné. Et cette information m'a été envoyée le 25 janvier 2015 par M. Nick de Bessou. M. Nick de Bessou est juriste, anthropologue, enseignant, c'est-à-dire universitaire. Alors, avec lui, nous avons communiqué, nous avons discuté. Il m'a posé des questions très essentielles. Je les partage avec vous. Il se demande comment expliquer, sont-ils ces prisonniers, ces 8 blancs, parmi les terroristes que vous appelez islamistes noirs, ces 8 blancs donc, sont-ils des soldats actifs de l'armée française en mission pour le compte de leur pays? Sont-ils des soldats déserteurs ou des mercenaires? Sont-ils des nationaux de la France ou de l'Union européenne? Il s'est posé des questions. Les mêmes questions, on peut se les poser en ce qui concerne la Libye, la République centrafricaine, la Tunisie, le Mali, ce pays déstabilisé par des gens que vous appelez Boko Haram, que vous appelez djihadistes, que vous appelez islamistes. Moi, je lui ai expliqué que, d'après les études stratégiques, ce qui s'est passé en Libye, qui devait se passer au Cameroun, c'est que les forces exogènes, pour le cas bien précis, les Blancs, les Occidentaux, viennent avec les masses d'argent, avec des idées, avec la mystique, avec beaucoup de logistique. Alors, ils entrent en concubinage avec quelques forces endogènes à qui on promet le pouvoir central, le pouvoir de prééminence diplomatique et institutionnelle. En vérité, c'est pour fabriquer les petits boutiquiers qui vont garder et sauvegarder les intérêts de ces Occidentaux. Ensuite, dans un concubinage incestueux, on fait venir une armée informelle chargée de mercenaires. Ces mercenaires déjà établis recrutent localement des personnes, des jeunes gens affamés qui cherchent le travail. Ces jeunes gens, on va les appeler plutôt les rebelles et les insurgés. Ça s'est passé ici en Libye. Et donc les rebelles et les insurgés, quand l'armée loyale réagit, on dit que le pouvoir central est en train de tuer son propre peuple. Et on fomente donc les histoires comme Lévi l'avait fait en Libye, vous vous rappelez, et par une plainte, on fait donc un module de papier qu'on dépose au Conseil de sécurité des Nations Unies
Et là-bas, si vous n'avez pas une puissance alliée qui puisse faire prévaloir le droit du veto, on va donc voter une résolution. Pour le cas de la Libye et de la Côte d'Ivoire, on a voté les résolutions 1973 et 1975. Rappelez-vous très bien. Alors, on vient égorger un chef d'État. Dès que cela est fait, comme ça a été donc fait en Libye, on place un pantin, une fantoche. Dès qu'il est là, on peut venir puiser la matière première et c'est la perpétuité de la colonisation, de l'impérialisme. Voilà. Vous avez entendu. Donc nous vivons dans un monde de turbulence. Hein? Tout ce qui se passe au Congo-Brazzaville, c'est voulu, hein? C'est voulu par la communauté internationale du sang. Vous voyez, lundi, 8% va atterrir à Paris. Et mardi, il sera reçu par le président Emmanuel Macron. Mais ça fait éperdument mal. Est-ce que le président Emmanuel Macron est-il arrivé au pouvoir pour donner plus de pouvoir aux dictateurs? Mais moi je dirais oui. Regardez, Sassou n'a pas gagné aux élections. Il est là. Sassou a tué immensement des gens. Lance-roquettes, des missiles, tiré sur des gens. Le peuple, hein, du poule. Le poule. Là où s'égorge immensement des minéraux. On tue. Et Sassou vient en France, on lui met tapis rouge. Il était venu avant pour la conférence, la fameuse conférence, soi-disant une conférence climatique, mais conférence des valises d'argent, conférence des mallettes d'argent. Parce que Sassou a mené des mallettes et des valises. Paul Biya également, président du Cameroun, porteur de plusieurs couches. Et il vide immensement les couches de la France. Alors, qu'est-ce qui se passe? Paul Biya en France, 8% en France, et vous avez le plus grand taré des tarés, le grand tueur, Ali Bongo, XPD. Sans oublier sa vraie identité. Ali Bongo, PDG des ordures dans toute la surface du Gabon. Oui, Ali Bongo ne veut pas débarrasser toutes les ruelles du Gabon des poubelles. Il laisse entasser des poubelles parce que Ali Bongo, pour lui, le virus Ebola doit apparaître au Gabon pour exterminer immensement les Gabonais. C'est son rêve. C'est le rêve de Ali. Mais Dieu a les yeux sur le Gabon. Et Dieu, il dit, je ne laisserai pas ce peuple qui souffre éperdument, ce peuple qui n'ont pas de travail, ce peuple qui n'ont rien, et ils n'ont pas l'électricité ni l'eau. Je ne vais pas les laisser mourir. Et Ali, il laisse toujours entasser les poubelles, parce qu'il est le PDG des ordures dans toute la surface du Gabon. Donc, Boko Haram est une cellule mise en marche par les Occidentaux 666 pour avoir la main mise sur les minéraux en Afrique. Voler, ils aiment voler, champions dans le vol. Et attraper les femmes, champions dans le viol. Ils violentent sexuellement, ils égorgent les femmes, parce qu'ils n'aiment pas les femmes. Vous avez le monde de turbulence. Hollande, la pute. François Hollande, la pute de merde, qui avait dit Sassou peut consulter son peuple. Est-ce que Sassou a un peuple? Non. Hollande, au fait, il parlait en code. Sassou, tu peux exécuter le peuple, la France ne bougera pas, ni les États-Unis et le reste de l'Europe. C'était cela que Hollande a parlé en code maçonnique. Alors, Sassou a massacré éperdument. Qu'est-ce qui se passe? Le plan des Occidentaux 666, vu le Rwanda,
Les Rwandais, ils parlent bien français. Hein. Mais les Rwandais, maintenant, ils font comme s'ils ne parlaient pas français. Tous sont devenus anglophones. Et au lieu qu'ils vous disent bonjour, good morning, hein, ils veulent se faire passer pour des territoires anglophones, comme si colonisés par les Anglais et les Américains. Mais c'est des bandes des enfoirés de merde. Alors, les Rwandais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont massacré immensement, découpé hein, avec des machettes. Les Rwandais Tutsis ont découpé avec les machettes les Hutus. Les Hutus ont fui en direction de la RDC. Mais pour qu'ils aient accès à la RDC, vous avez hein, les Nations Unies, ainsi que la France, ont appelé le maréchal Mobutu. Allô? Oui, monsieur le président. Oui, Mobutu. Nous avons un sérieux problème au Rwanda. Il y a l'avion de Abier et Mana que Paul Kagame a fait péter en l'air. Et Paul Kagame a fait péter cet avion. Nous avons besoin que l'ethnie Hutu rentre en RDC. Mobutu accepte. Il rentre. La France, les Nations Unies ont appelé. Ils sont là. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les Tutsis qui ont pris le pouvoir, l'ethnie de Paul Kagame, ils rentrent en direction dans la cascade en RDC. Ils se mettent à pourchasser les Rwandais Hutus. Maintenant, Mobutu, vu les Américains ont cherché avec le reste des Occidentaux, 666, qui ils pouvaient mettre au pouvoir en RDC. Ils se sont dit, nous connaissons un homme dont Mobutu n'aime pas, Laurent Désiré Kabila. Celui qui était assassiné, hein, le vrai Congo des Congos. Bantou. Donc, ils vont le chercher, ils l'amènent. Donc, les Rwandais Tutsis causent avec lui. Lui, il s'est dit, ok. Ils arrivent en RDC. Au Zaïre, à l'époque, c'était le Zaïre, dans le temps de Mobutu. Mobutu, on lui fait signe par son général qui ne peut plus sécuriser sa sécurité. Donc Mobutu, on lui demande de partir. Général Mayele, mais qu'est-ce qui se passe? Un des fils à Mobutu va tirer sur lui, le descendre. Mobutu prend la fuite. Kabila rentre en RDC, il s'installe, président de la République. Le vrai Congolais, hein? Mais pendant ce temps, les Américains, ils savent qu'ils ont leurs marionnettes. Ainsi que le reste des Occidentaux, ils savent qu'ils ont leurs marionnettes pour avoir le contrôle de la RDC. Hippolyte Kanambe Kokotoufi, alias Kabila, celui qui fait immensement mal en RDC. Donc vous voyez, c'est les mêmes stratégies. Boko Haram et la secte de Hippolyte Kanambe et Boko Haram sont 6 et 9. Pareil. Donc les Occidentaux, pour eux, ils donnent des armes à Boko Haram parce qu'il faut mettre ce qu'on appelle la peur dans toute la zone de l'Afrique centrale. Est-ce que vous voyez? Et les peuples africains dans la zone de l'Afrique centrale, ils n'aiment pas entendre les armes. Dès qu'ils entendent les armes, ils commencent à prendre fuite. On leur fait peur. Or que la peur, il ne faut pas avoir la peur. Dès que vous avez la peur en vous, mais vous êtes balayé. Vous êtes balayé et écrasé. La peur amène à la chute. Et un vrai guerrier ne doit pas avoir peur. Un vrai résistant ne doit pas avoir peur. Une vraie résistante ne doit pas avoir peur. Et ce message est pour toutes celles qui s'appellent Amazones. Oui, parce que les Amazones à l'époque, qui se sont battus contre les Occidentaux, 666, contre ce qu'ils faisaient à l'homme noir, elles n'avaient pas peur. Hein? Elles parlaient avec charisme et efficacité.
Mais aujourd'hui, est-ce que les Amazones d'aujourd'hui, elles sont efficaces comme les Amazones d'hier? Je ne pense pas. Pas mal ont peur. La peur, c'est pas bon. Est-ce que Malcolm X avait peur? Est-ce que Martin Luther King avait peur? Est-ce que moi, le Tchie africain, Georges Passy, j'ai peur de dire la vérité? Non. Même si les Occidentaux 666 emploient des techniques, comment faire pour m'éliminer? Est-ce qu'ils vont vraiment en réalité m'éliminer? Non. Parce que le corps meurt, mais l'esprit et l'âme ne meurent pas. Je serai toujours victorieux. La vérité doit triompher parce que nous avons affaire à des gens qui ont mis en route des stratégies pour effacer le tableau comme à l'école on nous disait. Jean, oui monsieur, allez essuyer le tableau. Valérie, oui maître, va essuyer le tableau. C'est comme ça à l'école, essuyer le tableau. Mais qu'est-ce qui se passe? Les dictateurs, les Occidentaux 666 aiment les dictateurs et ils aiment Boko Haram parce que les armes sophistiquées que Boko Haram a, mais si ce n'est pas l'Europe, si ce n'est pas les États-Unis, hein, ils auront les armes. Est-ce qu'en Afrique nous avons des usines d'armement? Hein? Vous voyez, la vérité triomphera. Il faut que le peuple africain sorte de l'imbécilité. Donc nous allons passer, nous allons suivre des parents africains qui vont parler. Boko Haram, un blanc arrêté. C'est important. Laisse-le. La vérité triomphera. Un Européen a été appréhendé au niveau... dans un quartier de Yaoundé, assez lourdement armé, venant de je ne sais où pour l'instant. Et qu'est-ce qu'il voulait faire? Était-ce un attentat qu'il se préparait? Est-ce qu'il voulait progresser un peu plus loin vers le nord, l'extrême nord? Non, c'est même pas plus, mais il a été appréhendé par les forces de l'ordre grâce au courage des populations qui... l'ont aperçu, l'ont suivi et l'ont appréhendé et ont fait appel aux forces de l'ordre. Et c'est comme ça que ce personnage-là a été saisi par les forces de sécurité et amené dans un endroit adéquat pour complément d'enquête et autres. Il faut déjà dire qu'un homme de couleur, de race blanche a été appréhendé et soumis à suspicion à Yaoundé ces jours. Lorsque je suis entré ici, je vous ai fait savoir que le Cameroun est en guerre. Il y a eu 9 blancs. Je parle pour que ma grand-mère Aïpomouzout puisse comprendre de quoi nous parlons. 9 blancs, 9 personnes de nationalité X qui étaient dans les rangs de Boko Haram. Monsieur Laurent Fabius nous a donné l'injonction de rapatrier ces 9 personnes, ces 9 blancs, dans les rangs de Boko Haram. Nous lui avons demandé de nous dire quelles étaient leurs patries. Ces 9 blancs ont séjourné dans les geôles du CED, au Cameroun. Il y a moins de 3 semaines, dans l'entrée de Yaoundé, vers Mvomoka, il y a eu 12 personnes barbues, effectivement lourdement armées. On nous a très vite fait savoir que c'était des talibans qui avaient certainement l'intention d'aller dans la région septentrionale du pays. Et je voudrais convoquer votre conscience pour noter ici que parmi les objectifs arrêtés, il y a l'élimination physique de la prééminence institutionnelle et diplomatique de Yaoundé. C'est pour ça que quand on vous dit rapidement que des personnes de couleur blanche qui sont arrêtées allaient au septentrion du Cameroun, prenaient du recul. Aujourd'hui, donc, il y a eu cette autre arrestation. Je ne l'ai pas vue. Je vais prendre toutes les informations et comme j'ai promis au peuple africain, il n'y aura pas une seule information qu'on prendrait responsabilité
de faire taire. Et donc, c'est l'occasion pour nous de rappeler au monde entier. Une minute, monsieur Jean de Dieu, ici, nous avons un appel venant de Marois. Voilà, monsieur Eric, voilà, il vient d'avoir un attentat de ce côté-là et le bilan n'est pas encore fixé. Bonsoir à vous, oui. Monsieur Eric. Oui, nous venons d'avoir à Marois. Tout de suite, ça fait encore 10 minutes, le bilan est encore confirmé. Il y a une échange de on se contrôle, mais si on est en train de passer là-dehors, c'est très vraiment, ça vous fait peur déjà. Ça vous fait vraiment peur. On ne sait plus que la tête. C'est grave. Vraiment grave. C'est grave. Alors, nous venons encore d'apprendre que de cet attentat, il y a eu un échange de coups de feu il y a 10 minutes, notamment. Alors, je voudrais vous poser la question, monsieur Awona. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ce remue-ménage qui se fait du côté du Cameroun? Carole, ma sœur, je suis triste. J'ai les larmes aux yeux. Je pleure le plus souvent. Quand je regarde ce qui se passe et j'observe des complicités internes par rapport à ce qui se passe au Cameroun, ça me donne des larmes aux yeux. Je vais vous donner des exemples. Il y a un haut gradé de service de sécurité du Cameroun qui a été pris, la main dans le sac, en train de téléphoner et d'envoyer des messages codés à bas. À bas. Le visiteur est enfin chez lui. À bas, ça veut dire A, B, A. À bas, le visiteur est enfin chez lui. Il est sur le boulot. Voilà un autre attentat qui arrive. À l'instant T. Il y a 10 minutes de cela. Il y a un blanc qui a été appréhendé. Il est bien vrai, il ne portait pas des armes, mais il a été appréhendé à Yaoundé. Lorsque j'étais au Cameroun, j'ai pris sur moi la responsabilité de faire ce qu'on appelle l'interland. Je suis parti de Bafoussa, Bafia, Ebebda. J'ai parcouru, traversé le petit village de mon frère Jean de Dieu Aïssé et Bomzou. J'ai vu des choses horribles sur le pont sur la Sadane. Un pont d'1 kilomètre qui sépare les deux grandes régions du Cameroun, la région de l'Ouest et la région du Centre. Il y a des choses horribles là. Ensuite, je suis arrivé à Yaoundé, j'ai observé à la délégation générale à la sécurité nationale du Cameroun. La guérite de l'entrée arrière n'est même pas sécurisée. Les Français nous ont vendu un faux matériel qui détecte tout le monde. Il y a ce faux matériel-là de détection avec des boucles et qui montre tout le monde, tous ceux qui entrent là sont supposés avoir du métal, alors qu'en fait, ils ne portent pas du métal. Ça, c'est pour fausser les règles de sécurité. C'est un autre problème. Alors, lorsque j'arrive, je continue toujours des recherches, j'arrive au niveau d'un Komotou. Je vois comment on fait des fouilles corporelles de manière artisanale. On est en train de demander aux gens de descendre des bus, de marcher et de présenter juste la carte d'identité. Alors, je me suis arrêté, j'ai dit aux policiers, parce qu'il y a des patrouilles mixtes là-bas, gendarmerie, police, je leur ai dit, premier élément pour des fouilles, que les gens se déplacent avec des bras horizontalement tendus et ne vous approchez pas de ce que vous allez fouiller. Parce que s'ils portent des ceintures explosives, vous allez vous faire sauter. Je suis arrivé jusqu'au niveau de la sortie de la ville, en Bankomo. J'ai retrouvé là-bas, ils travaillent bien. J'ai dialogué. Lorsque j'étais encore au Cameroun, j'avais dialogué avec les forces de l'ordre. Contrôle mixte, police, gendarmerie. Mais je leur ai dit, quand vous fouillez des voitures, commencez d'abord par le compartiment avant du moteur, les châssis, les sièges et enfin les bagages. Ils se sont plaints, m'ont dit, mais patron, nous n'avons pas d'équipement. Comment est-ce qu'on va faire ce travail? Il y a ce problème. Pour rebondir au niveau des attentats de Marois. Alors, la plus grosse erreur que les forces de l'ordre et de sécurité du Cameroun ont commis, c'est qu'une fois qu'il y a eu attentat à N'Djamena,
La première des choses, c'est qu'on devait normalement boucler tout le Cameroun. Ça dit que Kousseri devait être bouclé. C'est pour cela que dans l'opération SS que j'ai élaborée, j'ai parlé de la première étape, c'est-à-dire la géolocalisation, mais ce n'est pas la géolocalisation globale. On n'a rien à foutre avec des satellites, on n'a rien à foutre avec les GSMS, on n'a rien à foutre avec le Wi-Fi, on n'a rien à foutre avec... Nous allons faire une géolocalisation prototype à la guerre Boko Haram. Je l'ai conçu. Et la deuxième étape, c'est le bouclage. Très important. Quand vous bouclez avec des référentiels, comme je l'ai dit toujours ici, référentiel alpha, bêta plus, bêta moins et gamma. Voilà. Et quand je dis gamma, mais les scientifiques ils comprennent. Ça veut dire que ce sont des zones dangereuses. Très dangereuses. Regardez Yaoundé. Yaoundé est infiltré, sérieusement infiltré. Alors, je dis, prenons une zone dangereuse. Les gens disent c'est la briqueterie. Mais je vais vous surprendre, Carole. C'est même pas la briqueterie qui est une zone dangereuse. Mais c'est le quartier du lac. Il y a des choses horribles là-bas. Je vous le dis en toute sincérité. C'est le quartier du lac. Ce quartier passe comme un quartier qui abrite des prééminences institutionnelles, des ministres, des généraux. Mais il y a des choses horribles dans ce quartier-là. Il faut boucler. Il faut boucler. Alors, il y a eu donc cette erreur stratégique qui arrive parce que Boko Haram opère une guerre à variance. Les méthodes changent en fonction des tactiques de l'armée conventionnelle du Cameroun, qui a des infiltrés à l'intérieur et qui communique des renseignements à Boko Haram. Je vous prends un exemple. L'informateur numéro 1 du bataillon d'intervention rapide, le chef de village Zingé, a été enlevé. Les forces de Boko Haram sont parties de Maïdougouri pour venir l'enlever, lui seul. Qui a dit à ces djihadistes qu'il y avait un Camerounais qui informait Boko Haram, qui informait le bataillon d'intervention rapide, le BIR? Ça veut dire qu'à l'intérieur même de ces BIR-là, il y a des infiltrations, il y a des traîtres, il y a ceux qui livrent les informations à l'ennemi. C'est la plus grande complication de cette guerre, c'est-à-dire des connexions qui sont à l'intérieur. Et ce sont ces connexions que nous allons combattre. Et à travers l'opération SS, qui commence par la géolocalisation, le bouclage des zones, l'excavation. L'excavation, ce sont des fouilles. Et il y a des méthodes très très précises pour fouiller. On ne fouille pas pour fouiller. Il y a toute une stratégie, il y a toute une logique. Et maintenant, on a la réquisition. Et c'est dans cette réquisition-là que tout sera éclairé. Et là, ce qui se passe à Maroua, il faut rapidement ouvrir une enquête pour établir. L'enquête va permettre qu'on découvre des complicités internes de ce qui se passe à Maroua. Pourquoi? Posez-vous une question sociologique. Pourquoi une répétition des attentats seulement dans la ville de Maroua et à un temps précis? Hollande est venu, il est parti. Quand il est parti, c'est le feu qui est en train d'allumer en Afrique. Vous ne vous posez pas cette question sociologique? Il y a pas, c'est ce que j'appelle souvent des infiltrations de variance avec des facteurs infraliminaires. Pourquoi, après le passage d'Hollande, il y a des attentats ciblés? Et je vous rappelle que Boko Haram voudrait installer le siège de l'État islamique à Maroua. À Maroua, qui est aussi le fief ou le quartier général des forces de commandement de l'armée camerounaise pour combattre Boko Haram. C'est la tactique de la tension, c'est la tactique, la stratégie de la provocation, c'est la stratégie du chaos. Alors, on voudrait fixer l'armée camerounaise. Regardez, l'armée camerounaise est confinée. Ce n'est pas une armée opérante. C'est pour ça que la dernière fois j'ai dit, je voudrais avoir une armée des déployés et non une armée des employés. Il ne faut pas fixer. Boko Haram fixe l'armée du Cameroun et puis maintenant opère par des infiltrations et avec des complicités qui sont à l'intérieur, on a donc ces attentes. On en aura d'autres. Je vous dis, Boko Haram et même jusqu'à Douala, Bafoussam, ils sont déjà là-bas. Ils attendent juste le signal. Parce que ce qui va arriver au Cameroun, c'est une insurrection. Et là, j'attire l'attention, pendant ce temps par anticipation avec votre permission, Carole, j'attire l'attention du président Obiang. Nous allons en parler maintenant au niveau de l'insécurité au niveau du golfe de Guinée. On vient de découvrir des gisements de gaz là-bas. Alors c'est une convoitise des forces occidentales que le président Obiang se méfie. L'entrée est au niveau de Kiossi. Heureusement que l'armée camerounaise a commencé déjà à se déployer. Mais lorsque j'ai élaboré le rapport sur les sites sécuritaires qu'il faut préserver, que j'ai remis à l'état-major du Cameroun, j'ai parlé de Campo, la ville de Campo, et à quelques 4 km de Malabo. Alors il y a des infiltrations. J'ai dit au président Obiang Nguema,
à l'île Sao Tomé et Principe, il y a les marines qui sont là-bas. Des torpilles sous-marines sont déjà dans les eaux continentales et même dans les eaux territoriales. Il faut se méfier. Il faut que les forces navales de la Guinée équatoriale soient en état d'alerte maximale pour contrecarrer. Parce qu'en fait, voyez-vous, qu'est-ce qui se passe? Le monde, l'OTAN, avec des États-Unis compris, ont élaboré une stratégie. Quelle est la stratégie? C'est la destruction humaine, la pollution planétaire. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe au delta du Niger, avec des mangroves qu'on a polluées dangereusement là-bas par rapport à l'exploitation du pétrole. Et maintenant, tout ce qui résiste doit être éliminé. Tout ce qui résiste à ce nouvel ordre doit être éliminé. Alors, je dis et je le répète, il ne faudrait pas qu'on aille endormir l'esprit du président de la République pour lui faire croire que tout va bien. Voilà les choses qui arrivent. On parle, les conseillers militaires vont au palais là-bas, ils vont dire, Excellence, tout va bien, dormez tranquille, le pays se porte bien. Regardez la répétition des attentats. Regardez, à moins de 72 heures, il y a des attentats. Mais ça me fait mal, Carole, ça me fait mal. Oui, monsieur Honor, il aurait aussi été dit que 2 filles à Oussa auraient été appréhendées du côté du Maroc portant des ceintures explosives sur elles. Voilà. Donc, les Africains doivent s'intéresser de ce qui se passe dans le monde de turbulence. Il n'y a plus de respect de la vie humaine. La vie humaine doit être balayée. Oui. Nous allons suivre quelque chose d'important. Après, nous irons encore à Boko Haram. Mais d'abord, premièrement, un truc très important à voir. Ce que je ferai, au lieu d'aller là, oui, je fais d'abord ça. Je vais d'abord là. Nous allons voir ça après. On va suivre quelque chose d'important. Ce qui se passe, c'est voulu, hein? C'est voulu. Boko Haram les arrange. Les arrange. Et il faut éliminer la vie humaine. Car pour eux, ils se disent que les humains, ce n'est pas des êtres humains. Les humains en Afrique. Oui. Parce qu'ils ont besoin de quoi? La mainmise sur tous les minéraux. Et une Afrique sans les Africains est une Afrique meilleure. Je l'ai toujours dit, hein. Et l'Africain doit se réveiller. Parce que l'Africain, il doit arrêter d'être juste consommateur. Il doit ouvrir ses yeux. Savoir dans quel monde nous vivons. C'est un monde sans pitié. Sans pitié. L'être humain occidental, 666, est plus dangereux qu'un animal. Le message doit être clair. Regardez ce qu'ils font en Afrique chez nous. Ils tuent chaque jour. Ils violentent la femme sexuellement. Ils violentent les enfants sexuellement. Ils prennent nos enfants. Ils envoient dans les mines des minéraux. Ils n'ont pas pitié. C'est des gens. C'est des gens, quand vous les regardez bien, les arrière-petits-fils d'Hitler. Donc nous allons suivre. Ça, c'est très important. Écoutez bien. Après, nous reviendrons sur Boko Haram. Parce qu'il y a pas mal de stratégies. Des stratégies pour éliminer pas mal de vies en Europe, aux États-Unis, un peu partout. Mais les stratégies là sont reliées avec tout ce qui se passe en Afrique. Mais suivez. Là, c'est en Europe, mais suivez, très important. C'est très important.
C'est ici, à Athènes, que tout a commencé, au printemps 2010. L'État grec est surendetté, mais les autres pays de la zone euro tiennent à lui éviter la faillite. Les ministres des Finances dégagent alors des milliards d'euros de crédits, piochés dans les caisses de leurs États, pour préserver la solvabilité de la Grèce. En contrepartie, les Grecs vont devoir se soumettre à une institution dont l'existence n'est prévue dans aucun traité ni constitution. La Troïka. C'est ainsi qu'un petit groupe de fonctionnaires s'est soudain trouvé investi du pouvoir de transformer et remanier tout le pays selon la seule volonté de ses créanciers. Et aucun parlement à ce jour n'a le pouvoir de contrôler ces hauts fonctionnaires. Au sein de l'Union, les pays liés par la monnaie unique constituent l'Eurogroupe. En 2010, au début de la crise, leurs gouvernements, représentés par leur ministre des Finances, ont décidé de charger le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne et la Commission européenne, présidée alors par José Manuel Barroso, de contrôler les pays surendettés. Ensemble, les trois institutions forment la Troïka. La Troïka a envoyé jusqu'à 40 experts en Grèce, au Portugal, en Irlande et à Chypre pour négocier ces programmes d'économie avec les gouvernements. Ces eurofonctionnaires ont un pouvoir considérable. Ce sont eux qui dictent aux pays ce qu'ils doivent faire, car les crédits ne sont débloqués que s'ils remplissent les conditions du Memorandum of Understanding, le protocole d'accord. Nous sommes partis enquêter pendant 1 an sur les traces de la Troïka. Au Portugal, à Chypre, en Irlande, à Bruxelles, Londres et Berlin, aux États-Unis et en Grèce. L'objectif des plans de sauvetage était de sortir les pays en crise du surendettement et d'y relancer la croissance économique. Mais cela s'est soldé par un échec. Ces pays affichent tous une dette publique plus élevée que jamais. Leurs économies ont sombré plus encore dans la récession et les millions d'actifs qui ont perdu leur emploi sont aujourd'hui en situation de détresse. Pourquoi je vous mets ça? Je vous mets cela pour que vous puissiez comprendre pourquoi toute la communauté internationale du sang sont en Afrique pour les pillages immenses des minerais. C'est parce qu'eux-mêmes, ils ont une grande crise chez eux. Ils ne savent pas comment faire. Donc, ils sont obligés de créer Boko Haram, de créer tout ce qui est mauvais pour avoir la même mise sur les minéraux en Afrique et les ramener en Europe et aux États-Unis et ailleurs. C'est ce qui se passe. Donc, suivez bien ce programme. Vous allez bien comprendre dans quel monde nous vivons. Un monde des mafieux. C'est parti. Hippocrate se retournerait dans sa tombe s'il voyait l'état de notre système de santé. Mon pays est endetté. Des gens ont pris et détourné de l'argent. Mais nous, on n'y est pour rien, nous. Si je n'ai pas trouvé de travail d'ici juin prochain, je n'aurai pas d'autre solution que d'émigrer. Dans 30-40 ans, il y aura 4 millions d'habitants de moins au Portugal. 40% de la population? Oui. 60-70% des gens que je connais sont partis. 60-70% de tes amis sont partis? Oui. Ils ont émigré en Australie ou au Canada pour trouver du travail. Il n'y en a pas ici. En Grèce, un homme avait clairement énoncé, très tôt déjà, les défauts du programme de la Troïka. L'économiste Yannis Varoufakis. À l'été 2014, il ignorait encore qu'il deviendrait bientôt le ministre des Finances de son pays en faillite. La Troïka visitait nos capitales, Dublin puis Lisbonne. Et à Athènes, elle s'y conduisait comme ce vieux radin d'Ebenezer Scrooge à l'hôpital des enfants. Elle avait insisté pour qu'on licencie les femmes de ménage du ministère des Finances, déjà payées au SMIC, pour réduire les dépenses publiques. Aujourd'hui, les dirigeants européens concernés, comme la chancelière allemande Angela Merkel et son ministre des Finances Wolfgang Schäuble, affirment que le déficit et la dette de la Grèce étaient tellement élevés qu'il n'y avait pas d'alternative à ces grosses coupes budgétaires. S'ils avaient vraiment voulu stabiliser la Grèce et le marché financier européen, ils auraient dû immédiatement alléger la dette du gouvernement grec.
Au lieu de cela, ils ont déstabilisé le marché financier. Ils ont créé une dette permanente et irremboursable et monté une nation contre une autre. Ce moment restera l'un des pires épisodes de l'histoire de notre continent. Ce que vous dites paraît plausible, mais ça a aussi des allures de grande conspiration. Ce n'était pas une conspiration, mais une opération très simple, motivée par une question: comment rester au pouvoir? Monsieur Juncker l'a dit, nous savons ce qu'il faut faire, mais pas comment rester au pouvoir après. N'oubliez pas qu'avant 2008-2010, tous les gouvernements, conservateurs ou sociodémocrates, soutenaient énormément le secteur financier. Nos politiques avaient une sorte de pacte faustien avec les banquiers. On vous laisse faire ce que vous voulez et vous nous versez un petit quelque chose pour financer nos États. Si bien que, quand la crise est arrivée, totalement inattendue pour eux, ils n'avaient ni la capacité analytique, ni l'autorité morale nécessaire pour dire à ces banquiers: vous savez quoi, vous êtes hors jeu. À l'origine, la crise est née de ce que, pendant des décennies, les gouvernements grecs ont dépensé plus d'argent qu'ils n'en percevaient. Malgré un taux d'endettement dangereusement élevé, la Grèce a profité, en entrant dans la zone euro, de taux d'intérêt en baisse. Ce qui a conduit certains politiques à créer des milliers d'emplois publics pour leurs amis et à lancer d'ambitieux projets comme les Jeux Olympiques de 2004. Le tout grâce à plus d'emprunts encore, accordés sans scrupule par des banques de toute l'Europe. Les complexes sportifs, aujourd'hui en ruine, ont coûté 7 milliards d'euros. Et le petit pays a investi davantage encore dans l'armement, au point d'afficher le plus gros budget défense par habitant de l'OTAN. Pour les fabricants français et allemands, ces blindés, frégates et autres sous-marins représentaient des marchés de plusieurs milliards, décrochés souvent à la faveur de pots de vin. Autant dire que la France et l'Allemagne ont bien profité de ce boom économique financé par la dette. Mais en 2010, quand la Grèce s'est retrouvée au bord de la faillite, les deux pays ont ignoré la part de responsabilité des banques et des facilitateurs d'affaires français et allemands. À Bruxelles, Francfort et Berlin, les esprits avisés savaient déjà en mai 2010 que la Grèce n'allait jamais rembourser ses dettes. Ils ont fait comme si la Grèce n'était pas insolvable, mais seulement un manque temporaire de liquidité. Ils ont agi comme des banquiers véreux de troisième zone, accorder le plus gros crédit de l'histoire aux plus insolvables des États. C'est un crime contre l'humanité. En faisant cela, ils ont condamné la Grèce à un endettement permanent. Et ils ont monté une nation européenne contre une autre. Car Berlin a dit aux ouvriers allemands, qui sont souvent à la limite du seuil de pauvreté eux-mêmes, bien qu'ils travaillent 8 à 10 heures par jour, nos hôpitaux allemands doivent faire des économies. Mais nous allons donner 110 à 130 milliards d'euros aux Grecs. Or, c'est faux. Cet argent, les Grecs n'en ont jamais vu la couleur. C'est aux banques qu'on l'a donné. Des banques françaises et allemandes pour l'essentiel. Ils ont menti à la fois aux Grecs et aux Allemands. Aux Grecs en leur disant « nous vous avons évité la faillite ». Et aux Allemands en disant « les Grecs ne sont pas sérieux, on les punit en leur imposant un plan d'austérité. Mais solidarité européenne oblige, on va leur prêter de l'argent ». Washington, siège du Fonds monétaire international, aujourd'hui dirigé par Christine Lagarde. Ces experts sont rompus à la gestion des crises d'endettement. C'est ce qui a poussé les États de la zone euro à intégrer le FMI dans le projet en tant que créancier. Ici, l'octroi des crédits dépend des 24 directeurs exécutifs représentant les États membres. Et quand le cas de la Grèce s'est présenté, certains avaient pourtant tenté de résister. Paolo Nogueira Batista, qui siège au conseil d'administration en tant que directeur exécutif brésilien, incarne cette voix critique. À l'époque, quand la décision a été prise, n'a-t-il pas été question de commencer par restructurer la dette publique de la Grèce? Par lui accorder une remise de dette pour qu'elle soit viable? Ça aurait été la solution la plus raisonnable, non?
C'est exactement ce que j'avais écrit dans le document que nous avons présenté au conseil d'administration. La Grèce en serait mieux sortie si l'on avait allégé sa dette d'emblée. Le gros problème qui s'est posé alors, c'est que le règlement du FMI ne permettait de réduire la dette que si elle était viable, c'est-à-dire remboursable selon un agenda prédéfini. Et les membres du FMI rechignaient à l'affirmer. Alors ce qui s'est passé, et ce fut un rude moment pour le FMI, c'est qu'on a modifié le règlement pour l'adapter à la situation. On y a ajouté une clause qui permet au FMI de prêter une très grosse somme à un État membre, même si sa dette ne peut très probablement pas être qualifiée de viable. On aurait donc changé les règles internes du FMI du jour au lendemain pour la Grèce? J'ai été très choqué à l'époque par l'absence de transparence de la procédure. Il fallait éplucher un compte-rendu long comme le bras pour comprendre ce qui s'était passé. Ce n'était pas un point à l'ordre du jour? Non, pas explicitement. C'était une mauvaise décision. Nous l'avons payée au prix de notre réputation. Pourquoi les Européens ont-ils manigancé ce putsch secret au sein du FMI? L'ex-conseiller de José Manuel Barroso, à l'époque président de la Commission, a suivi cela de près. Les décideurs du FMI ont été mis en minorité par le directeur général d'alors, Dominique Strauss-Kahn. Comme il briguait la présidence en France, il ne voulait pas imposer de pertes aux banques françaises. De leur côté, les banques allemandes ont convaincu Angela Merkel qu'il serait dramatique qu'elle perde de l'argent. Alors, les gouvernements de la zone euro ont décidé de faire comme si la Grèce traversait seulement des difficultés temporaires. Et ils ont contourné un principe essentiel du traité de Maastricht, la clause de non-renflouement. Ils ont prêté de l'argent à Athènes, non pas pour sauver la Grèce, mais les banques françaises et allemandes qui avaient eu l'inconscience d'accorder des prêts à un État insolvable. Connaissez-vous le montant des sommes en jeu pour les banques françaises et allemandes? Pour les banques françaises, 20 milliards d'euros. Pour les banques allemandes, 17 milliards. Et voilà comment on a évité d'accorder d'emblée une remise de dette à la Grèce, alors qu'on savait parfaitement bien quelles conséquences cela allait avoir. Le représentant grec au FMI de l'époque en a la preuve. La conversion de la dette était la grande absente dans ce programme. La remise de dette, vous voulez dire? Remise de dette et participation du secteur privé. Les Européens avaient imposé un plan de réforme drastique aux Grecs sur une période très brève, 3-4 ans. Et les experts du FMI doutaient dès le départ de son succès. Le délai accordé pour combler le déficit budgétaire étant trop court. En mars 2010, les experts du FMI ont envoyé un email à la Commission européenne. Je peux vous montrer ce qu'ils avaient écrit. Volontiers. Ce programme va considérablement réduire le pouvoir d'achat dans le pays et y provoquer une profonde récession qui mettra sérieusement le tissu social en danger. Il l'avait dit dès le départ. Ça voudrait dire qu'on a sacrifié la Grèce sur l'autel de la stabilité du marché financier mondial? C'est exactement ça, oui. Ce courrier prouve qu'il savait que s'il n'accordait pas de remise de dette à la Grèce, elle devrait faire de telles coupes budgétaires que des millions de Grecs sombreraient dans une misère profonde. Et ils l'ont fait. En 4 ans, l'État grec a réduit ses dépenses d'1 tiers. Rapporté à l'Allemagne, cela représenterait une économie de 390 milliards d'euros, l'équivalent d'un budget annuel de la République. C'était un quartier commerçant très fréquenté ici. Et regardez, seul un magasin sur 2 est encore ouvert aujourd'hui.
C'est un des rares indices visibles de la crise, n'est-ce pas? C'est vrai, la crise ne se voit guère. Ça tient essentiellement à la grande solidarité qui règne au sein des familles. Ça permet de cacher un peu les choses. Oui, je vois. Ici aussi, tout est fermé. À cela s'ajoute le fait que tous ces gens de la classe moyenne, les petits commerçants qui ont dû fermer boutique, se retrouvent sans couverture sociale. Ils n'ont plus accès au système de santé publique, par exemple. Certains sont même passés en dessous du seuil de pauvreté. Κύριε Κώστα, να σας γνωρίσω το Χάραλντ. Harald, voici Monsieur Costas. Monsieur Costas nous prie d'excuser l'absence d'éclairage et l'état du magasin. Depuis combien de temps il est vide? 20 mois. Le loyer était de 900 € par mois. Puis 800, 700, 600 et maintenant 500 €. Presque à moitié prix, personne ne loue. C'était une rue commerçante. Oui, il y a beaucoup de boutiques ici. C'était une rue très commerçante et aujourd'hui elle est morte. Qu'est-ce qu'on vendait ici? Des vêtements, femmes et enfants. Qu'est-ce que vous allez faire de ce local? Qu'est-ce que je peux bien en faire? Je le louerais même pour 400 €. Mais personne n'en veut. Personne n'a de quoi payer. Vous feriez mieux de le vendre ou de le donner. Le donner, oui, parce que le vendre, je n'y arriverai jamais. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà. Alors, quand vous suivez bien la stratégie de la communauté internationale du sang qui opère au Gabon, il donne le feu vert à Ali, PDG des ordures. Il lui donne l'opportunité de faire ce qu'il veut, mais à condition que Ali leur donne immensement la mainmise sur toutes les richesses minières du Gabon. Est-ce que vous voyez? Secondo, en RDC, il laisse Hippolyte Kanambe, alias le grand voleur du nom de Laurent Désiré Kabila, un Rwandais Tutsi qui gouverne la RDC sans le peuple. Mais les Occidentaux encouragent le calvaire, le grand chaos en RDC pour avoir contrôle sur toutes les richesses minières. Donc pour cela, ils donnent la possibilité, viol, atrocité, fémicide, viol sur enfant, qui est égal, pédophilie. C'est voulu. C'est voulu. Alors, pendant ce temps, vous avez plusieurs casques bleus de la MONUSCO. Mais MONUSCO n'est qu'égal multinationale déguisée en casque bleu. Mais en réalité, ce n'est pas des casques bleus, c'est des multinationales. Des gens qui travaillent pour Arriva, des gens qui travaillent pour Total, mais déguisés en casque bleu. Pour les minerais. Est-ce que la MONUSCO est en RDC pour aider le peuple congolais? Non. Ils sont là pour les minerais et pour donner la possibilité à Hippolyte Kanambe d'en découdre avec les Congolais. Mais voilà pourquoi nous on appelle au peuple congolais, téléma. Peuple congolais, lève-toi pour la révolution. Seule que la révolution qui te fera sortir de l'esclavagisme. Est-ce que vous voyez? Bon, nous avons fini avec celui-là, ce reportage-là. Je vais passer sur un autre
pour que vous compreniez, parce que après on va vous parler même de la France, hein. On va vous dire que la France aussi, elle arrive à sa fin. À sa fin. Parce que les gens se disent, oh la France c'est beau, oh il y a du beau, oh la France, oh. Disparition de la mutuelle sécurité sociale, tout ça, vont disparaître. Les biens qu'ils donnent, hein, soi-disant aux chômeurs, vont disparaître. La CAF qu'on donne aux familles, hein, des enfants, vont disparaître. Ils sont en train de jouer bien avec le peuple du monde. Mais c'est au peuple maintenant d'ouvrir les yeux. Parce que nous avons affaire aux machiavéliques Rothschild. Les Rothschild, c'est des gens qui n'ont pas de cœur. Les Rothschild, c'est eux qui ont placé le président Emmanuel Macron au pouvoir en France. Ce n'est pas les peuples français qui ont placé le président français au pouvoir. C'est les Rothschild. Les Rothschild, ils sont au contrôle de toute la finance mondiale. C'est eux. Est-ce que vous voyez? Maintenant, le peuple noir, consommateurs, doivent arrêter d'être des consommateurs. Le peuple noir doit arrêter de penser qu'à payer les chaussures qui brillent et les costumes qui brillent pour ressembler à des Dracula. Car Dracula, regardez les films des vampires, et Dracula aime bien briller. Dracula aime bien que ces femmes vampiresses brillent. Les dictateurs, est-ce que ils ne brillent pas? Ils brillent tous. Ils brillent tous parce que ce sont des gens qui sont des vampires, des cannibales, des reptiliens, des avatars. Nous allons suivre. La vérité triomphera. Le tiers africain, il doit dénoncer toute la magouille dans le monde à laquelle nous sommes en turbulence. Le monde à laquelle on veut nous écraser. Parce que pour eux, ils sont contre les familles. Voilà pourquoi vous avez aux États-Unis, Barack Obama, quand il était là, il a instauré le mariage pour tous. 2 hommes, 2 femmes. Est-ce que Barack Obama s'est marié avec un homme ou avec une femme? Vous voyez? Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui se passe? Hollande la pute, François Hollande la pute en France, qu'est-ce qu'il a fait? Mariage pour tous. 2 hommes, 2 femmes. C'est pas pour rien. Les femmes de Hollande lui avaient quitté parce qu'elles avaient surpris Hollande en string dans la baignoire et il y avait Ali Bongo et 8% Sassou dans la baignoire. La vérité doit être dite. Nous allons passer maintenant sur des vrais messages. Après, nous reviendrons sur Boko Haram. Ah oui, la vérité triomphera. Voilà. C'est fini, hein. Les gens qui se disent, oh la France, belle vie, ah l'Europe, les États-Unis, belle vie, c'est fini, hein. Il n'y a plus de belle vie, c'est écraser les êtres humains. Et ils aiment ça. Nous sommes dirigés par des Illuminati et des francs-maçons. Ils sont contre la vie humaine. Ils aiment personne. C'est parti. Et le risque, c'est le moteur de la finance. Le risque d'une faillite de la Grèce va doper les taux d'intérêt auxquels le pays emprunte. Pour les emprunts à 5 ans, il passe de 4% en juillet 2008 à 15% en juillet 2010, puis 20% un an plus tard pour atteindre aujourd'hui 28%. Ce risque génère de nouveaux contrats d'assurance, comme les CDS qui viennent s'ajouter à la liste des produits spéculatifs. Chaque nouveau risque est comme un nouveau terrain de jeu pour les traders. Tant qu'on n'a pas, d'une part, créé un contre-pouvoir en matière